Commençons par quelque chose de simple, quelque chose de tellement banal que vous n'avez probablement jamais songé à le remettre en question. Vous possédez un acte de naissance, vos parents en ont un, vos grands-parents aussi, très certainement. Et pour la plupart d'entre nous, ce document semble aussi naturel que de respirer, la preuve que vous existez, que vous comptez, que le monde reconnaît votre venue au monde. On le sort pour la préfecture, pour les demandes de passeport, pour l'administration fiscale. On le traite comme un droit acquis à la naissance. Mais voilà le hic. Pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, des millénaires de civilisation, d'empire, de conquête, de commerce et de gouvernance, personne n'en avait besoin. Pas une seule âme, et puis, en l'espace d'une vingtaine d'années à peine, au tournant du XXe siècle, pratiquement toutes les nations industrialisées de la planète ont décidé qu'il en fallait un, toutes, simultanément, comme si elles suivaient des instructions qu'elles ne comprenaient pas tout à fait elles-mêmes. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Remontons le temps. Non pas vers un monde primitif et chaotique, mais vers un monde qui fonctionnait remarquablement bien, à bien des égards, sans que l'État émette des pièces d'identité individuelles pour ses citoyens. La Rome antique recensait ses citoyens. Mais il s'agissait de données de recensement, de données sur les ménages, sur la propriété. Ce qui comptait, c'était le foyer, la cellule familiale. Pas le corps individuel, pas le souffle individuel, pas l'instant précis d'une entrée dans le monde comme un événement horodaté et numéroté. L'Europe médiévale s'appuyait sur les registres paroissiaux, des archives d'église tenues par le clergé, consignant les baptêmes, les mariages, les décès. Mais ce n'étaient pas des instruments étatiques, ils étaient ecclésiastiques. L'Église savait que vous existiez, l'État en grande partie se fiait à la comptabilité de l'Église, et surtout, vous ne les portiez pas sur vous, vous n'étiez pas tenu de les produire pour fonctionner dans la société. Cela soulève une question simple mais fondamentale. Si des civilisations immenses, l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire britannique à son apogée, pouvaient gérer des millions d'individus sans délivrer à chacun un document d'identité numéroté dès la naissance, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que l'État avait soudainement besoin de savoir qu'il n'avait pas besoin de savoir auparavant? Plus je me suis enfoncé dans cette question, plus les réponses habituelles ont commencé à me sembler insuffisantes. On nous dit que c'était pour la santé publique, pour suivre la mortalité infantile, comprendre les schémas des maladies, améliorer les soins maternels. Et oui, tout cela s'est produit, tout cela est bien réel, mais cela n'explique pas l'ampleur de ce qui a été construit, cela n'explique pas l'infrastructure qui a suivi, cela n'explique pas pourquoi un document créé ostensiblement pour des statistiques sanitaires est devenu le titre de séjour fondamental de la personnalité juridique dans le monde moderne. C'est là que l'explication officielle commence à s'effondrer. Aux États-Unis, la poussée fédérale vers un enregistrement standardisé des naissances a véritablement débuté vers 1902, quand le Bureau du recensement a mis en place une zone d'enregistrement des naissances, un système volontaire dans lequel les États capables de démontrer un taux d'enregistrement de 90% se verraient reconnus conformes. En 1915, 10 États et le District de Columbia faisaient prendre partie du système. En 1933, 31 ans plus tard à peine, chaque État de l'Union avait rejoint le dispositif. 31 ans, pour que l'ensemble du pays restructure sa manière de comptabiliser chaque être humain né sur son territoire. Songez maintenant à ce qui se passait pendant ces 31 ans. La réserve fédérale a été créée en 1913. L'impôt fédéral sur le revenu, via le 16e amendement, également en 1913. La sécurité sociale arriverait en 1935, exigeant bien sûr un justificatif de naissance vérifiable. L'inscription au service militaire lors de la Première Guerre mondiale en 1917 nécessitait la preuve de l'âge et de la nationalité. Et quelque part, au milieu de tout cela, l'acte de naissance est discrètement devenu le passe-partout, le document racine, celui dont découlait toute autre identité légale, ni coïncidence, ni accident, ni évolution naturelle d'une société bienveillante.
La répétition du schéma est troublante dans sa précision. Et voilà ce qu'il y a de plus étrange. Ce n'était pas uniquement l'Amérique. Le Bureau général des registres britanniques, créé en 1837, avait amorcé l'enregistrement civil obligatoire des naissances, mais il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que les mécanismes d'application donnent à ces registres un véritable poids juridique. La France, l'Allemagne, l'Australie, le Canada, tous progressant dans le même laps de temps resserré, vers le même système. Des nations différentes, des gouvernements différents, des langues différentes. Mais la même architecture, comme s'ils lisaient tous le même plan. C'est ici que je dois introduire un concept que la plupart des gens trouvent soit fascinant, soit profondément perturbant, selon leur sensibilité. En théorie juridique, il existe une distinction critique fondatrice entre une personne et un être humain. Ces mots semblent synonymes. Dans le langage courant, ils le sont. Mais dans l'architecture du droit, ils ne désignent pas la même chose. Un être humain est un fait biologique. Vous naissez, vous respirez, vous existez. Ce n'est pas une décision juridique. C'est simplement ce qui se passe. Une personne, au sens juridique, est une entité reconnue par l'État comme ayant des droits, des responsabilités et, élément crucial, des obligations. Les sociétés commerciales sont des personnes morales. Les collectivités territoriales sont des personnes morales. Le mot vient du latin persona, le masque porté par les acteurs du théâtre romain, le visage présenté au public, le rôle joué au sein du système. Et ce que l'acte de naissance semble faire, ce que plus je cherchais, plus il me semblait avoir été conçu pour faire, c'est créer cette personne juridique. Au moment de l'enregistrement, une fiche est générée, une entrée dans un registre, un document numéroté, et ce document ne se contente pas de vous décrire. Aux yeux de l'État, il vous constitue peut-être d'une certaine façon fonctionnelle, du moins la version de vous avec laquelle le gouvernement est autorisé à interagir. Cela soulève une question simple mais fondamentale. Avant 1902, avant les systèmes d'enregistrement, avant les certificats numérotés, quelle était la relation entre l'individu et l'État? Et était-elle différente de manière significative? Permettez-moi de vous montrer ce qu'un acte de naissance rend réellement possible. Non pas ce qu'on nous dit qu'il rend possible, un sentiment d'identité, un lien avec ses origines, une trace de ses commencements. Non. Ce qu'il permet structurellement, il permet la fiscalité, pas seulement dans le sens grossier de le gouvernement sait que vous existez, mais dans le sens précis et administré de vous attribuer un numéro de contribuable. Aux États-Unis, le numéro de sécurité sociale, délivré dès la naissance, pratiquement depuis la maternité, découle directement de l'enregistrement de la naissance. C'est ce numéro qui permet au fisc de vous retrouver, pas votre foyer paternel, pas la propriété de votre famille, vous, l'unité individuelle. Il permet la conscription. Quand le gouvernement américain a eu besoin d'enrôler des millions d'hommes dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Seconde, il lui fallait des registres vérifiables de l'âge. Les actes de naissance ont rendu cela possible à grande échelle. On n'aurait pas pu auparavant mener ce type de mobilisation de masse avec des registres paroissiaux éparpillés dans des archives d'églises privées en une douzaine de langues. Il permet la gestion des prestations sociales. Sécurité sociale, assurance maladie, aide sociale, inscription à l'école publique, chacun de ces systèmes repose sur l'acte de naissance comme document initiateur. Avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit de l'État, il faut d'abord être lisible pour l'État. Et cette lisibilité commence à l'enregistrement de la naissance. Il permet le suivi. Non pas nécessairement dans le sens sordide d'un État-surveillance, bien que cette question mérite qu'on s'y attarde, mais dans le sens simplement administratif, où vous êtes, qui vous êtes, quel nom vous portez, quel statut vous avez. Les actes de mariage renvoient aux actes de naissance. Les actes de décès bouclent la boucle. Les registres de propriété dans de nombreuses juridictions remontent à des documents d'identité qui trouvent leur origine dans l'enregistrement de la naissance. Et c'est là qu'il devient impossible de fermer les yeux.
L'acte de naissance n'est pas le relevé d'une vie. Il semble être l'entrée inaugurale d'un registre qui va suivre cette vie du premier souffle au dernier. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il reste un fil que je ne peux pas laisser en suspens. Car une fois qu'on comprend que l'acte de naissance crée une entité juridique, une persona, un masque avec lequel l'État interagit, une question plus sombre émerge. Une question débattue dans des revues juridiques obscures depuis des décennies, la plupart du temps ignorée, parfois tournée en ridicule. Et si le document ne se contentait pas de vous représenter auprès de l'État, et s'il vous titrisait, voici ce que j'entends par là. Quand les gouvernements émettent des obligations, quand ils empruntent contre la productivité future, les recettes fiscales futures, la production économique future, ils ont besoin de garanties. Quelque chose de concret, quelque chose qui générera, avec une certaine certitude raisonnable, de la valeur au fil du temps. Et au début du XXe siècle, précisément au moment où les systèmes d'enregistrement des naissances se généralisaient, les gouvernements élargissaient également leur capacité d'emprunt, massivement, adossés à la productivité économique projetée de leur population. Plus je creusais, plus une question revenait à la surface. Le citoyen enregistré, la personne juridique, l'entité numérotée, fonctionnerait-il dans un sens structurel, comme cette garantie? Non pas l'être humain, non pas la personne vivante et respirante, mais la fiction juridique qui lui est attachée à la naissance. Je ne peux pas le prouver. Je tiens à être clair là-dessus. Les indices suggèrent que la question mérite d'être posée, non pas que la réponse soit tranchée. Mais observez la configuration. Enregistrement, numérotation, cautionnement, fiscalité, dette. Tout cela se construisant, décennie après décennie, en un système imbriqué où l'architecture financière de l'État et son architecture d'enregistrement des citoyens ont évolué en parallèle quasi parfait. Pas séparément, pas indépendamment, ensemble. Et voici ce qu'il y a de plus étrange. Quand on cherche où ce parallèle est informellement reconnu, dans des documents de politique publique, dans les archives législatives, dans le débat public de l'époque, le silence est assourdissant. Ce qui me trouble le plus, et je voudrais que vous preniez le temps d'y réfléchir, parce que c'est subtil. Quand des systèmes aussi vastes sont construits, il y a généralement une période de transition visible. Un temps où l'ancienne manière et la nouvelle coexistent, où les gens débattent des mérites respectifs, où les journaux publient des éditoriaux, où les philosophes, les juristes et les citoyens s'interrogent sur ce que cela signifie d'enregistrer la vie d'un enfant auprès du gouvernement, comme s'il s'agissait d'un acte notarié ou d'un dépôt de statut. J'ai cherché ce débat. J'ai cherché l'examen de conscience philosophique, la conversation publique sur ce que représentait le fait de confier à l'État le pouvoir d'inscrire l'existence de votre enfant comme une entrée numérotée dans un registre gouvernemental. Le silence était assourdissant, non pas au sens où personne n'a écrit sur l'enregistrement des naissances. Les défenseurs de la santé publique, les statisticiens, les responsables du recensement ont abondamment écrit sur les bénéfices pratiques. Mais la question philosophique plus profonde, celle qui porte sur ce que signifie convertir un être humain vivant en entité juridique reconnue par l'État, cette question semble, en grande partie, ne pas avoir été posée dans le débat grand public de l'époque. Pourquoi? Non pas pourquoi le public l'a ignoré, nécessairement. Mais pourquoi les architectes de ces systèmes n'ont-ils pas jugé nécessaire de justifier cet aspect de ce qu'ils construisaient? Pourquoi le cadrage est-il resté si résolument pratique? Mortalité infantile, suivi des maladies, données démographiques, alors que l'infrastructure en train d'être montée dépassait de si loin chacune de ces justifications. Les indices laissent penser que quelque chose de bien plus grand était en train d'être assemblé, quelque chose pour lequel le prétexte sanitaire n'était, au mieux, qu'une explication partielle. Je reviens sans cesse au problème de la coordination, car c'est là, à mon sens, l'aspect intellectuellement le plus difficile de ce à quoi nous sommes confrontés.
Non pas l'existence des actes de naissance, non pas la théorie juridique de la personnalité, ni même l'extension de l'emprise administrative de l'État sur les vies individuelles. Tout cela a des explications partielles. Tout cela peut être attribué, avec quelques efforts, au développement naturel de la société industrielle et de la gouvernance moderne. Mais la simultanéité, c'est ça, le nœud du problème. Nation après nation, des histoires différentes, des traditions juridiques différentes, des langues différentes, des gouvernements différents, certaines monarchies, certaines républiques, certaines en plein bouleversement révolutionnaire, toutes aboutissant à essentiellement la même architecture administrative dans le même laps de temps resserré. La répétition du schéma est troublante dans sa précision, et l'architecture n'est pas seulement similaire dans ses grandes lignes, sa logique est identique. L'individu comme unité d'administration, l'événement de la naissance comme moment initiateur, le document comme encre juridique de l'identité, le numéro comme identifiant administratif. Ce ne sont pas des idées que différentes sociétés auraient naturellement inventées de manière indépendante pour y parvenir simultanément. Ce sont des idées qui se sont diffusées, qui ont été partagées, par quels canaux, sous l'impulsion de qui, portées par quelle vision de la façon dont une société moderne devrait comptabiliser ses êtres humains. Ces questions n'ont pas de réponse nette, et je ne vais pas prétendre le contraire. Mais je vais vous dire ce dont l'explication officielle ne rend pas compte. L'explication officielle, santé publique, mortalité infantile, foi de l'ère progressiste dans les données et la science, ne rend pas compte du fait que la même solution soit apparue partout à la fois. Elle ne rend pas compte de la rapidité. Elle ne rend pas compte de l'expansion ultérieure du système bien au-delà de toute justification sanitaire. Et elle ne rend pas compte de l'absence de toute résistance sérieuse et durable face à ce qui était, rétrospectivement, une restructuration profonde de la relation entre l'individu et l'État. Avant de conclure, je veux poser une question d'un autre ordre, non pas sur ce qui a été construit, mais sur ce qui a été remplacé, dans le monde d'avant l'enregistrement, avant le document numéroté, avant la personne juridique, avant le registre administratif. Comment les gens comprenaient-ils leur relation à la communauté, à la terre, au tissu social au sens large? Les registres paroissiaux, les recensements de ménages, les structures claniques, les formes de reconnaissance et de responsabilité à l'échelle communautaire, tout cela n'était pas parfait, souvent exclusif, souvent injuste, souvent manipulé par les pouvoirs locaux. Je ne cherche pas à les idéaliser, mais ces systèmes fonctionnaient selon un principe différent. Ils étaient, à leur racine, des instruments communautaires. La communauté savait que vous existiez, la communauté paroissiale, la communauté villageoise, la famille élargie. Votre présence dans le monde était reconnue par le lien, par l'appartenance et non par l'enregistrement. Ce que l'acte de naissance a remplacé, ou du moins profondément restructuré, c'est cette forme relationnelle de reconnaissance. Il a substitué une relation à l'État à une relation communautaire. Vous êtes réel, désormais, non pas parce que votre communauté vous connaît, mais parce que le gouvernement vous a enregistré. C'est un glissement considérable. Et il s'est produit si vite, si imperceptiblement, que la plupart des personnes vivant aujourd'hui n'ont aucun souvenir d'une autre façon d'être reconnues. Est-ce une perte? Est-ce un progrès? Est-ce les deux à la fois? Je ne sais pas. Et je crois que cette incertitude est importante. Voilà où je dois vous laisser. Non pas parce que l'histoire s'arrête ici. Elle ne s'arrête pas. Elle se prolonge vers les numéros de sécurité sociale attribués dès la naissance, vers les systèmes d'identité numérique en cours d'assemblage en ce moment même, vers la question de ce que cela signifie que le document fondateur de votre existence légale soit détenu, en dernière instance, non pas par vous, mais par l'État qui l'a émis. Mais je vous laisse ici parce que les questions les plus importantes sont celles qui demeurent ouvertes. Pourquoi, en l'espace de 30 ans, chaque nation industrialisée a-t-elle construit le même système? Qui a décidé que l'être humain individuel, et non le foyer, ni la communauté, ni la famille, devait être l'unité fondamentale de l'administration étatique? Comment était le monde? Quelle était l'expérience du moi
avant que votre existence ne soit une entrée numérotée dans une archive gouvernementale. Et que signifie vraiment le fait qu'aucun de nous n'ait été consulté pour savoir si nous voulions être enregistrés? Vous avez été enrôlé dans ce système avant de pouvoir parler, avant de pouvoir réfléchir, avant de pouvoir consentir, objecter ou même comprendre la question. Et le document qui atteste de votre existence légale, celui dont vous avez besoin pour obtenir un permis de conduire, un passeport, une carte de sécurité sociale, un compte bancaire, un emploi, un crédit immobilier, une vie telle que l'État la reconnaît, ce document n'a pas été créé pour vous. Il a été créé à votre sujet. Il y a une différence, et plus je cherchais, plus j'acquérais la conviction que cette différence comptait, qu'elle avait toujours compté. Que quelqu'un, quelque part, savait exactement ce qu'il était en train de construire, et que le reste d'entre nous n'était pas censé s'en apercevoir.